regardez l'entretien de Gabon 24 et aujourd'hui, on va parler d'éducation financière. Est-ce que cette éducation peut vous permettre de faire face à la situation post-Covid-19? Avez-vous déjà bénéficié d'un enseignement relatif à la gestion de budget à l'école, à l'université ou même dans votre entreprise? Plusieurs Gabonais n'ont jamais suivi de cours d'éducation budgétaire et financière. Pourtant, disposer d'une bonne culture financière et économique est indispensable à toutes les étapes de la vie pour prendre les bonnes décisions, souscrire à un prêt étudiant, acheter un logement, épargner ou choisir un complément de retraite. Nous allons voir tout cela dans les détails avec celui qui a bien voulu répondre oui à notre invitation. Il s'agit de Monsieur Salmon Eman. Il est advisor senior, c'est ça? Senior advisor, Merci, conseiller senior. merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Je vous en prie. Nous allons parler donc d'éducation financière et vous allez voir que sur le plateau, il y a un objet particulier. Vous saurez pourquoi tout à l'heure. Mais d'abord, qu'est-ce que l'éducation financière? Alors, pour faire simple, l'éducation financière, c'est un processus par lequel on met à la disposition des populations des outils pour avoir des connaissances de base et acquérir un esprit critique sur les produits, les concepts et les risques financiers en vue de pouvoir prendre des décisions pertinentes sur notre vie financière courante et tout au long de notre vie financière. Et justement, parlant de cette culture financière, quel regard, quelle analyse faites-vous de cette situation ici au Gabon? Bon, il faut bien comprendre que quand on parle d'éducation financière, on parle d'abord d'éducation. Et l'éducation, très souvent, sous nos latitudes équatoriales, elle est avant tout académique et professionnelle. Mais on oublie qu'au-delà de tout ça, que l'on soit enfant, collégien, lycéen, universitaire, plus tard professionnel, qu'on soit au chômage, qu'on soit au fin fond dans l'arrière-pays, on a besoin d'utiliser des moyens financiers et on est tous les jours confrontés à ça. Et donc, la connaissance même des produits déjà, la connaissance même des risques, l'esprit critique vis-à-vis des aspects financiers, cette intelligence financière est vraiment très, très basse dans notre pays et même en Afrique en général. L'éducation financière a une connotation psychologique, laquelle est conçue comme un régulateur des comportements humains. De quoi est-il question en d'autres termes? Bon, il faut bien comprendre que, je vais prendre un exemple simple. Warren Buffett, qui est l'une des plus grandes fortunes mondiales, a l'habitude de dire qu'un investisseur, c'est un réaliste qui achète un pessimiste pour vendre un optimiste. Alors, quand on parle de réaliste, quand on parle de pessimiste, quand on parle d'optimiste, on est déjà là dans l'aspect humain, pensée, psyché, psychologie, sentiment, subjectivité. Et aujourd'hui, nos comportements sont dictés par notre éducation. D'accord. Sont dictés par nos coutumes, sont dictés par nos croyances. Vous allez avoir, on dit souvent, le protestant aime mettre en valeur, le catholique aime souvent être très humble, très froid, alors qu'il peut y avoir de l'argent. Vous voyez que là, on est dans la religion. Il y a les achats compulsifs. Une publicité, tout de suite, on va acheter, alors qu'on n'a même pas encore réfléchi à ce qui va nous arriver demain, aux dépenses qu'on a à faire. Donc, il y a une part fortement psychologique sur les aspects financiers. Et puis, pour finir, les risques financiers. Aujourd'hui, beaucoup d'arnaques. Pourquoi? Parce que les gens jouent avec la sensibilité des gens, la psychologie des gens. Souvent, on a beaucoup de personnes isolées, des chômeurs, on a des mères célibataires, on a des familles en monoparentale, des personnes surendettées. Alors, les gens vont s'amuser à venir leur dire, voilà, tu fais tel investissement et tu vas gagner pour 100 francs, tu gagnes 10 000. Ils jouent avec ils spéculent avec les faiblesses de votre esprit. Donc, il y a une énorme marge d'attaque psychologique. Il y a un énorme continuum psychologique et il faut apprendre à discipliner et organiser tout ça, d'où la régulation. Nous vivons dans un contexte assez particulier où le numérique a pris le dessus sur plusieurs choses. Comment faire comprendre aux jeunes qu'il est important d'être responsables avec leur gestion financière? Mais déjà, l'aspect numérique par rapport aux jeunes, ça permet de les autonomiser. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, vous avez votre compte RTL Monnaie, on va dire par exemple. C'est votre compte, c'est sur votre téléphone, c'est votre smartphone. Je vous envoie 10 000, c'est vous qui les gérez. Donc vous amusez à acheter des applications et tout ça, vous vous retrouvez avec votre compte qui est à zéro,
plutôt que prévu. Il faut responsabiliser les jeunes parce qu'il faut bien qu'ils comprennent que, comme disaient nos parents quand on était jeunes, on ne cueille pas l'argent sur un arbre. L'argent, ça se cherche, ça se travaille, il y a des réflexions là-dessus, il y a des entreprises qui travaillent pour ça, il y a des gens qui sont là pour le garder, d'autres pour le produire. Voilà. Donc, aujourd'hui, avec le digital, via des sites web, voilà, via des applications qui vous permettent de gérer votre budget, via Facebook, Instagram, YouTube, on peut utiliser le texte, le son, la vidéo pour pouvoir aider les jeunes à prendre conscience de l'importance d'une gestion. Dans les pays anglo-saxons, très souvent, par exemple, j'ai observé quand j'étais en Angleterre, l'enfant a 15 ans, et puis on lui dit, voilà, il faut que tu passes ton permis. Mais 3/4 du prix du permis est souvent payé par l'enfant, qui fait des petits boulots. Voilà. Mais on l'enseigne tout ça via déjà la famille, les parents, mais il y a aussi les sites web, les applications, les vidéos qui aident l'enfant à prendre conscience, les jeux, et même dans les dessins animés. Voilà. Nous avons ici un objet, si je puis en parler. Oui, bien sûr. Ben voilà. Ça s'appelle une tirelire. Mais cette tirelire, c'est l'un des premiers cadeaux qu'on fait dans les pays occidentaux aux enfants, pour leur apprendre à épargner de l'argent, à mettre de l'argent de côté, à être responsable. On lui donne 1000 francs, on lui dit, mais écoute, achète les bonbons pour 200 et mets 800 francs dedans. Et avec 800, avec tout l'argent qu'on t'aura donné, à Noël, on pourra acheter le cadeau que tu veux. Mais c'est quand même difficile. On est agressé, on va dire ça comme ça, par les réseaux sociaux, où parfois on n'a même pas besoin de quelque chose, mais on a une publicité. On ne peut pas sortir de chez soi sans tomber sur une offre assez alléchante. Comment on fait justement pour faire comprendre à cet enfant qu'il est mieux que tu épargnes 1000 francs, 100 francs, au lieu de le penser avec une pub que tu auras vue Je sur vous donne Facebook, un exemple très simple. Ou pour citer juste ce réseau social. J'étais étudiant en France et puis je parle avec mon fils qui était resté au Gabon. Alors, mon fils me dit, papa, je veux un cheval. Bon, je ne vais pas frustrer l'enfant. Je lui dis, oui, il n'y a pas de souci, tu auras un cheval. Et il précise, il avait 4 ans, un cheval comme à la télé, là, ceux qui... Voilà. Je lui dis, oui, il n'y a pas de souci. Après, je lui dis, mais écoute, là, tu habites où? J'habite avec maman. Où? Chez le grand-père, chez les parents de maman. D'accord. Vous êtes à 2 dans la chambre. OK, voilà. Est-ce que tu crois qu'un cheval pourra rentrer là-dedans? Il m'a dit, non, papa. J'ai dit, bon, voilà ce qu'on va faire. On va économiser ensemble. Hein? Quand je vais préparer les affaires avant de rentrer, je vais tout faire pour qu'on puisse avoir une grande maison où on aura l'espace pour mettre ce cheval. Mais c'est un cheminement. L'enfant, il ne fait que vous demander. C'est à vous d'encadrer et d'accompagner. Et c'est là où, en termes d'éducation financière, le rôle des parents est primordial parce que ça commence à la maison. C'est le parent qui va offrir la tirelire à l'enfant. Mais un enfant, lui, vous lui demandez quel cadeau il veut, il va dire Power Ranger. Tout de suite, il va vous dire Barbie. Mais il ne va pas vous dire tirelire. Et c'est vous qui, insidieusement, expliquez à l'enfant que, voilà, ça, c'est pour t'aider à acheter, à préparer ton avenir, à acheter tes cadeaux. Le genre que tu... Mais en même temps, vous lui inculquez comment se responsabiliser et être partenaire aux achats, aux finances de la famille. Certains observateurs pensent que justement manquer de cette éducation financière était un véritable handicap pour les foyers, les familles. Est-ce que vous partagez cette idée? Oui, je partage cette idée. Pourquoi? Parce que nous retrouvons dans des foyers, il faut dire qu'aujourd'hui, la famille classique n'existe plus. Elle existe encore, mais aujourd'hui, vous avez les familles monoparentales. Vous avez des mères isolées avec leurs enfants. Vous avez aujourd'hui, avec le Covid-19, on peut perdre de boulot, on a des problèmes à trouver du travail. Voilà. Donc, aujourd'hui, il faut à tout prix que dans les foyers, on apprenne à gérer notre argent. C'est vraiment important. On apprenne à épargner. Et c'est souvent 4 étapes en termes d'éducation financière. Il faut d'abord planifier. Donc, il faut que les gens apprennent à planifier. Mais avant de planifier, il faut qu'on ait des objectifs financiers. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je veux construire ma maison. Je veux acheter ma voiture. Je veux préparer ma retraite. Donc, on a des objectifs, on planifie, on cartographie ses dépenses. Alors, comment je dépense? Je dépense trop dans le maquillage, je dépense trop dans la boisson, dans le vin, je vais trop au motel, je voyage trop. Voilà. Ensuite, il faut, une fois qu'on a commencé à épargner, voilà, il faut une fois qu'on a commencé à avoir ces objectifs, il faut faire croître tout ça. Donc, on épargne, on investit.
Voilà. Une fois qu'on a fait croître tout ça, il faut protéger, d'où l'assurance. Vous construisez une maison, vous avez atteint votre objectif, mais si elle prend feu, s'il y a un dégât des eaux, donc une assurance habitation, vous avez acheté votre super voiture, vous la faites assurer. Aujourd'hui, vous avez votre épargne retraite, voilà, que vous pouvez faire, donc vous protégez tout ça. Et après, il faut penser à la succession. Vous savez que c'est un drame sous nos latitudes équatoriales. Combien de fois, après des décès, se partager les biens, ça prend des années. Ça crée des drames. Donc, quand on a ce process-là dans la tête, planifier, croître, protéger et penser à la succession, donc transmission, transmettre, ben, au moins on a un canevas et on fait les choses de manière plus rationnelle. Parce que comme je vous l'ai dit au début, l'un des buts aussi de l'éducation financière, c'est avoir aussi un esprit critique et faire des choix pertinents en termes financiers qui vont nous suivre toute la vie. On commence depuis la naissance jusqu'au décès. Vous avez beaucoup parlé de la gente féminine depuis le début de notre entretien. Il a été observé au cours de l'année dernière, donc 2019, que les femmes dans les pays en développement ont 20% moins de chances d'avoir un compte et 17% moins de chances d'avoir un crédit auprès d'une institution financière régulée. Est-ce à dire quelles sont cette frange de la population, de la société qui est le moins à même à épargner ou à réaliser des projets? C'est quand même un sérieux problème. C'est un sérieux problème. Il faut dire que la femme est souvent, selon l'attitude équatoriale, celle qui est le plus souvent en fragilité financière. D'accord. La femme est souvent celle qui, par rapport aux hommes, a le plus de stress financier. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, le modèle familial a changé. Aujourd'hui, on ne va pas dire chacun pour soi, mais chacun doit s'occuper de sa charge. Et la femme, qu'elle soit en milieu rural ou en milieu urbain, et d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'exode rural. Donc, on a beaucoup de populations pauvres qui quittent l'arrière-pays pour venir dans les villes. Et donc, la femme est aussi la personne la plus en proie à tous les maux de la ville moderne, d'autant plus que déjà, pour trouver du boulot, entre un homme et une femme, c'est difficile. Avoir les mêmes quantités salariales, c'est difficile. Donc, la femme est la plus fragile dans cet équilibre-là. Et c'est pour ça qu'il est important, d'autant plus que la femme est la future mère. Vous savez, on dit qu'éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Donc, c'est d'autant plus important que la femme soit l'une des priorités, mais pas l'unique priorité, mais l'une des priorités dans la formation en éducation financière. C'est elle qui va gérer le foyer, c'est le pilier du foyer. Quand on se marie, on vous le dit à la mairie, l'homme est le chef du foyer. Mais nous savons bien dans la réalité que la femme est le pilier du foyer. Donc cette femme, si elle est éduquée financièrement, pourra ramener une certaine rationalité dans la gestion du foyer. Une femme éduquée financièrement, mais comment on fait? On va à l'école, on suit des cours pour ça, on s'inscrit sur des sites, on va vers des spécialistes. Comment on fait pour être éduqué financièrement? Vous nous avez déjà dit que ce sont les enfants, ce sont les parents qui vont encadrer les enfants, mais qui va encadrer les parents? Mais les parents, aujourd'hui, et c'est pour ça que c'est un combat, ce n'est pas un combat uniquement sous nos latitudes équatoriales en Afrique, c'est un combat autant en Europe. Pour prendre le cas de la France, notre meilleur ami, c'est en 2016 seulement qu'il y a eu une stratégie nationale sur l'éducation financière. Il y a 4 ans. Voilà. Et l'OCDE en parle depuis 2005. Donc vous voyez bien que c'est même récent, la prise en compte. Pourquoi? Parce qu'on part du principe qu'un citoyen responsable coûte moins cher à nos nations. D'accord. Voilà. Donc, il est important qu'aujourd'hui, on mette en place des stratégies qui ne peuvent pas être d'une unique personne. Je vais dire, je viens en précurseur sur ce domaine. Mais en fait, il y a la possibilité que l'État intervienne. Il y a la possibilité que les corporations bancaires, banque assurance interviennent. D'autant plus qu'on parle d'éducation financière. Alors, lorsque vous avez des personnes, je vais prendre une étude qui s'est faite en France, 64% des personnes interrogées pensaient qu'il était normal de rembourser un prêt. Est-ce que vous comprenez ça? 64% des personnes pensent qu'il est normal de rembourser un prêt. Ça veut dire qu'il y en a 26 personnes qui hésitent ou qui pensent que ce n'est pas normal. Mais le prêt, ça c'est peut-être à notre niveau, je peux vous faire un prêt, mais on va dans une banque.
quand on ferait un crédit, on emprunte de l'argent, c'est un prêt. Donc ça veut dire que les banques même sont en danger. Il n'y a pas d'études que j'ai pu trouver dans notre sous-région par rapport à ça, mais il faut dire qu'il est important qu'aujourd'hui, ce soit une action déjà individuelle, donc du foyer, de l'homme, de la femme dans la maison, une action de la corporation qui, elle aussi, est touchée par ce phénomène, notamment par les prêts et puis par la gestion scabreuse. On a aussi, on parlait d'autonomisation de la femme, la bancarisation. On a souvent des incendies dans des quartiers sous-développés. Voilà. Quand les gens pleurent, ils pleurent aussi l'argent qui est caché là-bas, alors qu'ils auraient pu le mettre dans un compte en banque qui est assuré. Mais ils ne le savent pas ou ils n'ont pas confiance aux banques. Donc il y a la bancarisation, il y a l'autonomisation financière. L'autonomisation financière, c'est aussi l'accès aux moyens de financement, surtout pour les femmes dont on parlait. Mais une fois qu'elle a le financement, comment elle fait? Donc il faut aussi que ces organismes qui sont soit des incubateurs, soit des banques, soit des microfinances, puissent aussi pousser la personne à qui ils accordent les prêts à avoir une certaine éducation dans ce domaine pour qu'elle puisse au mieux gérer. Sinon, il est déjà arrivé, et là je prends un exemple qui est arrivé dans une école privée ici au Gabon, où certains élèves avaient des aides, des bourses. Et puis on remettait l'argent à la mère. Mais souvent on se rendait compte que la mère ne venait pas payer. D'accord. Elle réglait d'autres problèmes. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, bon, l'organisme va créer une sorte d'organisme tampon qui, lui, est chargé de payer tout ça, de s'assurer que c'est payé et tout ça. Et on ne remet plus d'argent en cash, en main propre, aux mères. Parce que le but était de faire en sorte que des enfants soient déscolarisés ou des enfants en fragilité, dont les parents sont en fragilité financière, puissent bénéficier d'une éducation qui leur permette d'être aussi valables que les autres. Voilà. Donc, il est important que ce soit un triptyque. L'État, très important, pour assurer la neutralité. Aujourd'hui, si je dis une banque par hasard qui lance un programme de ce genre, quelqu'un peut penser que oui, c'est pour attirer les clients. D'accord. Alors que c'est vraiment un vrai problème de société de ne pas pouvoir gérer son argent, de ne pas rembourser ses prêts, être en fragilité financière. Donc l'État, pour assurer la neutralité et pour organiser tout ça, voilà, comme on le fait aujourd'hui pour le permis de conduire, c'est une affaire d'État, alors que ça a commencé dans les pays anglo-saxons. Au début, personne n'en voulait, mais il a fallu l'assistance des gens et d'entreprises, comme par exemple Ford, comme Chrysler, qui ont été novateurs dans les années 60-70, et notamment Lee Iacocca, donc, qui a été PDG de Chrysler, pour insister sur le fait qu'il fallait... Un triptyque, voilà. L'État, la famille. L'État, la famille et la corporation, les banques, les assurances. Très bien. Ouais. Si vous nous rejoignez à peine, je vous rappelle que vous êtes bien évidemment sur Gabon 24 et qu'aujourd'hui nous parlons de l'éducation financière. Est-ce qu'elle peut devenir une solution post-Covid-19? Nous allons le savoir puisque c'est l'objet de notre entretien avec Monsieur Salomon Eman. Il est conseiller senior. Alors, comment établissez-vous le lien entre éducation financière et la Covid-19? Covid-19, j'entendais encore les chiffres ce matin, c'est 15 millions de malades aujourd'hui, 622 000 morts. Alors, quand vous avez des malades dans une telle proportion, ça nous a conduit à quoi? À des confinements. Confinement, arrêt, ralentissement de l'économie. Voilà. Perte d'emploi. Voilà. Donc, vous perdez votre emploi. Est-ce que vous avez de quoi vous retourner? Très important. Est-ce que vous avez une épargne? Là encore, c'est un problème d'éducation financière. Pour les entreprises, parce que ça ne touche pas que l'individu et le foyer. Voilà. Les frontières fermées. Alors, vous avez l'entreprise qui est fermée. Est-ce que vous avez des assurances qui vous permettent de tenir? Voilà. Est-ce que vous avez des activités connexes? Est-ce que vous pouvez vous retourner? On prend le cas du Maroc, par exemple, qui a profité, on va dire en griffe, de la maladie pour faire repartir son industrie textile. Voilà. Donc, fabriquant des masques. Voilà. Donc, c'est cet aspect-là de l'éducation financière planifiée qui met en lumière aujourd'hui l'importance de l'éducation financière relative au Covid-19. Ensuite, on a parlé tout à l'heure de transmission. Alors, quand vous avez 622 000 morts, il y a des successions là qui vont se faire. Est-ce qu'elles étaient préparées? Est-ce qu'elles étaient prêtes? Est-ce que ces gens savaient qu'ils pouvaient faire un testament? Est-ce que ces gens avaient déjà fait des donations en avance à leurs parents, à leurs amis pour qu'il n'y ait pas de dispute, de problème? Ces familles qui vont rester, comment continuent-elles à vivre? Est-ce qu'elles avaient une épargne de précaution? Est-ce que le crédit de la maison était tout à fait payé?
comment elles vont faire aujourd'hui vis-à-vis des banques. Donc, c'est carrément un lien direct qui peut être diamétralement opposé, qui peut être parallèle, mais en fait, c'est la même chose. Aujourd'hui, Covid-19 et éducation financière, c'est aujourd'hui un moyen de bien faire comprendre aux gens qu'il faut repartir sur de nouveaux schémas. D'accord. C'est vraiment le temps et le moment. Vous allez nous parler de ces nouveaux schémas tout à l'heure. Au moment où l'expression actuelle est la relance de l'économie, on en parle. Qu'est-ce que chacun devrait faire pour que dans ce processus, on ait une part essentielle à jouer et ainsi limiter les effets de la Covid-19 sur notre portefeuille? Bon, le Covid-19, il faut le rappeler, c'est une crise sanitaire. Et une crise sanitaire qui se double d'une crise économique due au fait des confinements et des décès et blocage de frontières et ralentissement de l'économie, on va dire. Il faut bien aujourd'hui que les gens soient réalistes. C'est vraiment important pour aider notamment par rapport à cette relance. Alors, réaliste, déjà, il faut que chacun se mette en face de son statut financier et sache clairement où est-ce que j'en suis. D'accord. Voilà. Ensuite, il faut communiquer. Il faut aller vers les institutions financières et leur dire clairement, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il est possible de faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et que vous soyez accompagnés. Parce que quand on parle déjà de recouvrement, c'est tout un process avec du droit. Et le droit, lui, il est impersonnel. Voilà. Donc, il est mieux que les gens soient proactifs, qu'ils aillent vers les banques, qu'ils aillent vers leurs débiteurs, qu'ils aillent vers les institutions financières pour essayer de comprendre. Ensuite, une chose très, très importante, c'est-à-dire qu'on va relancer l'économie. Certains sont en confinement, d'autres n'ont pas eu cette grâce de retrouver du boulot. Aujourd'hui, il faudra que chacun soit compréhensif aussi, en plus d'être réaliste. L'État ne peut pas tout faire. Ce serait un mensonge. Et l'État ne fait pas tout, même dans les pays occidentaux. Donc, ici en Afrique, sous nos latitudes équatoriales, il faudra que nous soyons compréhensifs. Ce que l'État fera, il faudra que nous puissions l'accompagner, mais en plus que nous soyons opportunistes. Chaque fois qu'il y aura quelque chose qui se présente, que nous puissions nous accrocher dessus. Je parle de ça parce que j'ai connu la crise financière en 2008. J'ai connu le chômage, notamment à Londres. Et je me rappelle qu'au Job Center, qui est un peu le sort de l'Organisation nationale pour l'emploi, l'organisme pour l'emploi à Londres, on acceptait un refus une ou deux fois. Après, vous êtes obligé de prendre ce boulot ou vous perdez les aides. Donc aujourd'hui, et je me rappelle que je travaillais dans un pub. J'essuyais les tables, je lavais les verres. Voilà, il fallait que je mange et puis que j'envoie de l'argent ici un peu à Libreville. Et chaque jour, chaque soir, quand j'arrivais dans le pub, là où je mettais mes habits, on mettait les CV devant l'endroit où je mettais les CV. Et je regardais, il y avait des architectes, il y avait des ingénieurs qui cherchaient le petit boulot que j'avais parce que vous étiez payé à la semaine et en plus vous avez droit à un repas. Donc, et quand je regardais ça, j'ai demandé à un ami, mais des architectes, des mecs qui viennent me chercher le petit boulot. Il m'a expliqué que le seul souci qu'ils ont, c'est gagner au moins quelque chose pour rembourser leur crédit. Donc, avec la crise, l'emploi qui se contracte, il faut que les gens soient compréhensifs, d'abord avec eux-mêmes. Si tout de suite vous pouvez avoir un job qui vous paye dès la fin du mois, dès la fin de la semaine, prenez-le. Et de toute façon, il vaut mieux chercher un job qu'on en a déjà. Voilà. Donc, il faut cette compréhension de la part de l'État qui fera avec les moyens, parce qu'il n'y a pas que ça à faire. Le Covid-19 n'était pas quelque chose de prévu, même si, par le principe prudentiel, on est censé se préparer à des crises. Mais aujourd'hui, ce que l'État pourra faire, il faudra que nous soyons opportunistes vis-à-vis des opportunités qui nous seront données et ensuite que nous-mêmes aussi sachions que le plus important, c'est que nous assurions la survie en attendant d'avoir un boulot et de pouvoir vivre normalement. Vous avez vu que vous avez un rôle central à jouer dans ce processus de relance de l'économie. Il est important que chacun prenne conscience
que l'éducation financière peut être un joker dans cette crise post-Covid-19, crise financière. Alors, les organismes internationaux, les pays doivent mettre en place des programmes, ça vous l'avez dit, d'éducation financière pour s'assurer que les populations soient en mesure de prendre des décisions financières sensées, choisissent les produits financiers qui répondent le mieux à leurs besoins et sachent utiliser différents canaux tels que les guichets automatiques de banque, ce que l'on appelle communément les GAB, ou la banque mobile, pourquoi pas, un impératif à l'heure où le mot d'ordre est la relance de l'économie. En ces temps de crise sanitaire, demeurez prudents, restez sur Gabon 24, regardez, tout juste en bas s'affichent nos plateformes sociales. N'oubliez pas que le temps de la réflexion est une économie de temps. Au revoir.